toutes et à tous, bienvenue sur Radio Main Posée, votre rendez-vous hebdomadaire 100% gardien. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'équipe de France où nous reviendrons sur les performances des gardiens des Bleus lors de ses qualifications pour l'Euro et où nous nous projetterons en juin prochain pour savoir qui sera du groupe France. Nous ferons ensuite un petit tour par la buvette pour vous parler de gardiens moins médiatisés. Et enfin, nous jouerons à notre jeu phare du gardien mystère. La compo d'équipe de cette émission, avec le numéro 1, il ne veut toujours pas croire que Pedros a loupé son tir au but en 96, c'est notre Nantais, Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. Avec le numéro 16, il est un peu notre espion au pays des gardiens qui s'exportent bien. C'est notre expatrié en Espagne, Maël Russo. Salut Nico, salut à tous. Avec le numéro 30, il a maté en cachette Saint-Marin, Kazakhstan, car il aime particulièrement les équipes qui ont la loose, c'est Renaud Eudier. Salut à tous, salut l'équipe. Et moi, c'est Nicolas, animateur de l'émission. Les présentations sont faites, les gants ajustés, on peut donc lancer le débat du jour. Correa pour frapper. Oh oui, quel arrêt extraordinaire, quel arrêt d'Hugo Lloris. Et oui, la France, mais pas n'importe quelle France, celle de Didier Deschamps, est bien qualifiée pour l'Euro après ses 2 victoires contre la Moldavie et l'Albanie. C'est Mandanda qui a joué les 2 matchs, mais il a pris un but un peu casquette avec les 2 têtes manquées de l'anglais et l'attaquant qui se faufile. Et on va analyser ça. Renaud, toi, tu penses quoi du comportement de Mandanda sur le but ? En fait, sur le but, je le trouve en fait très indécis. Et en fait, si on regarde un petit peu plus le but de plus près, on voit qu'à plusieurs reprises, en fait, il avance, puis il recule au moment où l'anglais manque sa tête. Et en fait, du coup, ça le bloque parce que derrière, il peut plus vraiment intervenir. Il y a un moment en fait où il est trop près. Il est censé être dans le duel, mais il a plus du tout le bon timing et du coup, il prend le but. Donc, il n'est pas totalement fautif. Hein, attention, l'anglais commet néanmoins une énorme erreur. Mais il y a ça il y a ça qui m'a, il y a ça qui m'a marqué sur cette action. D'accord. Et alors, c'est ce qu'on a vu, c'est que il avance. Ensuite, il y a la deuxième tête. Est-ce que vous pensez qu'il aurait peut-être dû du coup reculer pour donner un peu d'espace pour que l'anglais mette sa tête beaucoup plus forte lors de sa deuxième tête ? Il me semble qu'il recule au moment où il se rend compte que l'anglais s'est un peu foiré sur sa première, mais qu'il réavance ensuite. Oui, c'est allé là l'erreur. Je pense pas non plus que ce soit une mauvaise idée de réavancer ensuite, mais il réavance sans être vraiment très incisif dans son avancée. Parce qu'au final, quand il se retrouve au niveau de l'anglais et de l'attaquant au moment de la frappe et du but, il est un peu sur le reculoir, il n'est pas vraiment serein et il dégage même une petite impression de fébrilité qu'il a montré ensuite sur le match, puis sur celui de l'Albanie au niveau du jeu au pied aussi. Oui, Mais, parce que là, sur finalement, cette action, ouais, il aussi. peut pas sortir comme une boule parce que son défenseur est encore au duel, quoi. C'est peut-être ça qui le déstabilise. C'est ça, mais au moment où il choisit de sortir et où il a vu que l'anglais a touché le ballon de la tête pour la dernière fois, donc il a le droit de prendre le ballon, il peut, pour moi, sortir comme un dingue en criant «j'ai» ou enfin toute communication qu'il utilise pour aller chercher le ballon plutôt que d'être. Est-ce que tu penses que là on est aussi sur un critère psychologique? Parce qu'on se souvient que Mandanda a loupé la coupe du monde 2014 à cause finalement d'une blessure, un peu similaire lors d'une sortie un peu kamikaze. Est-ce que ça peut jouer ça? Sur ce moment-là, peut-être pas, ça peut jouer sur tout le reste de sa carrière. C'est-à-dire à chacun moment où il va être amené à faire une sortie, donc que ce soit avec Marseille ou que ce soit avec l'équipe de France. Et après, c'est une habitude que tu prends. Je sais pas s'il est, mais il me semble pas non plus aussi «peureux» entre guillemets quand il est avec Marseille. Donc je sais pas si psychologiquement, au moment où il met le maillot de l'équipe de France, ça change quelque chose, mais ça m'étonnerait, quoi. C'est au niveau d'une habitude plus. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, il dégage beaucoup moins de sérénité avec l'équipe de France. Après, avec l'équipe de France, il n'y a pas le même statut, si tu veux, qu'avec Marseille. À Marseille, c'est le patron, c'est le numéro un, tu veux pas, c'est incontestable. En équipe de France, c'est le numéro 2 de Lloris. Certes, il a un rôle important dans le groupe, c'est un leader qui parle beaucoup quand même avec les joueurs. Il a moins de sérénité et je dirais même il a moins de, comment dire,
pas de qualité si tu veux, mais de légitimité quand il a mené l'équipe de France. Parce que quand il était numéro 1 équipe de France, il s'est fait dépasser par Lloris, donc c'était sous Domenech, ça c'était avant la Coupe du Monde 2010. D'ailleurs, je crois que c'est en 2009 qu'il perd sa place. Et en fait, si tu veux, il a jamais retrouvé cette sérénité, cette légitimité peut-être en équipe de France. Et d'ailleurs, en équipe de France, il a jamais réellement joué de gros matchs avec l'équipe de France. Oui, mis à part le France-Danemark. Ouais, il a pas joué de gros match, quoi. Oui, oui, rien, hein. C'est vrai. Mais du coup, toi, Maël, tu l'as trouvé fébrile. C'est ça. Sur cette action dès le départ, c'est-à-dire que là, sur ces 2 matchs, c'est au bout d'une dizaine de minutes contre la Moldavie. Donc, c'est la première impression qu'on a. C'est la première chose qu'il a à faire sur les 180 minutes sur lesquelles il va jouer. Et je le trouve fébrile, hésitant. Et après, je pense que tout le reste ensuite, ça veut dire qu'il n'a sûrement pas une énorme confiance en équipe de France pour les raisons que Thomas a expliquées. Ce qui fait que là, dès les 10 premières minutes, il fait quelque chose qu'il aurait pu mieux faire, enfin qu'il aurait dû même mieux faire sûrement. Au final, il se retrouve là, il va ressortir des 680 minutes avec aucun arrêt, un but pris sur lequel il va avoir des regrets. Son jeu au pied, bah, on le connaît, hein, c'est pas le meilleur jeu au pied des gardiens français, loin de là. Et il l'a encore montré. Il y en a quelques-uns qui sont partis en touche. C'était ni précis, ni forcément serein. Et, euh, et oui, et malheureusement, quand on voit ces 2 matchs, on voit qu'il n'a pas le niveau d'un numéro 1 international, même après 2 matchs contre l'Albanie et la Moldavie, même si c'est pas Ah ouais, des matchs carrément. où le garde. Tu penses vraiment ça qu'il a pas le niveau international? Enfin, le Non, niveau d'un numéro 1 international, qu'il n'a pas pardon. le niveau du numéro 1 international, oui, je le pense. Bah, ce qui est significatif pour Mandanda, c'était le seul gros match qu'il a eu à jouer dernièrement pour passer Lloris, c'était le match retour contre la Turquie Ouais. au Stade de France. Quand tu vois le but qu'il encaisse, le déplacement latéral est lent, pas bon. Il prend pas l'information, je pense, par rapport à la tête au premier poteau. Il avance pas, ce qui aurait peut-être permis de fermer l'angle et d'arrêter le ballon. Et tu vois, là, c'était un gros match quand même, parce que bon, fallait gagner, t'étais sûr d'être premier, même si, bon, par la suite des choses, on se retrouve quand même premier. Mais là, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il n'a pas su le faire. Alors qu'à Marseille, il va toujours être bon parce qu'il est souvent sollicité et il n'a pas une très bonne défense. Et en plus, quand tu disais Maël, il n'a peut-être pas le niveau d'un numéro 1 niveau international, on peut un peu le mettre en parallèle avec sa carrière en club. Parce que la seule fois où il tente sa chance à l'étranger, c'est avec Crystal Palace, qui n'est pas non plus une référence en première ligue. Il ne parvient pas à s'imposer, alors que son concurrent, c'est Wayne Hennessy. Et Wayne Hennessy, on ne peut pas dire non plus que c'est une référence au niveau des gardiens de but. C'est vrai qu'il y a ça dans le dossier Mandanda, mais par exemple, toi, Renaud, entre un Mandanda qu'on disait à l'émission précédente, qui était au top de sa forme avec l'OM, et cetera, qui a fait un super arrêt, et là qui se retrouve au pilori. Comment il peut faire, par exemple, pour aller titiller Lloris, pour peut-être une place de numéro 1 à l'Euro? Alors pour être Titi et Loris, déjà, moi je pense que ça va être compliqué. Même avec un Lloris Euh, blessé? Honnêtement, oui, parce que enfin là, en fait, c'est juste que comme Lloris est blessé, il joue pas, il y a pas de point de comparaison. Enfin, en tout cas pas en même temps à faire des matchs, quoi. Mais enfin, on l'a dit, je veux dire en termes de jeu au pied, ça n'a rien à voir. Et il n'est pas toujours dedans. Alors après, on peut l'expliquer par plein de choses en plus de sa qualité intrinsèque, mais de manque d'automatisme avec les joueurs dans l'équipe de France, tout ça, et que ça marche peut-être mieux avec Marseille parce qu'il a un peu plus l'habitude. Mais ce qui est sûr, c'est que à pas mal de niveaux en termes de timing et en fait et d'être juste et d'être dans le rythme de l'action, va falloir vraiment beaucoup bosser. Et je trouve que justement ce but, le but qu'il prend contre les Moldaves, c'est un peu ça, quoi. Il sait pas très bien où se placer, il sait pas trop ce qu'il doit faire et du coup, il s'allumait, ça crée un doute et ça crée justement cette fébrilité et ça le suit tout le match. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de problème de gestion des émotions. Et on est quand même que sur un match qualificatif contre la Moldavie, quoi. Donc qu'est-ce que ça va donner à l'Euro avec des matchs coup près? OK. S'il jouait, ce serait compliqué, hein. D'accord, donc on est sur, plutôt la gestion des émotions avec le maillot bleu. Oui, c'est ce que moi, c'est ce que je pense en fait. Justement, comme ce qu'ont évoqué Thomas et Maël, c'est ce fait en plus que ce soit
prendre sa place et qu'il n'ait pas la même légitimité qu'Yoris et que un peu tout le monde le sait. Et lui-même, le premier, il le sait. Donc ça va pas l'aider, ça va pas du tout l'aider. Et aujourd'hui, en fait, le truc, c'est qu'il sait pertinemment que c'est lui qui va jouer, mais il sait qu'il n'est pas le meilleur. Et sauf que derrière, et ça c'est potentiellement un autre débat, c'est que derrière, il n'y a pas forcément quelqu'un aussi pour lui prendre la place. Donc si t'es pas spécialement poussé dans tes retranchements, qu'il n'y a pas une grosse concurrence et que tu sais que t'es pas le meilleur, t'es un petit peu dans une place et un entre-deux où tu sais que t'es là pour chauffer le siège potentiellement et compliqué psychologiquement. Mais du coup, tu pointes un truc important sur Lloris. Avant sa blessure, il avait quand même fait 2 boulettes. Et 2 belles. Alors déjà en équipe de France, on a connu, il avait fait ses boulettes, on se souvient, la mythique contre la Suède, ne serait-ce qu'en finale de la coupe du monde. Mais là, avec son club, juste avant de se blesser, il avait fait, 2 grosses boulettes, même sur l'action où il se blesse. On est d'accord que c'est une énorme erreur qui fait lorsqu'il se blesse au coude. Ouais, après, je sais pas si tu te souviens des discussions avant la Coupe du Monde 2018 où il y avait quasiment les mêmes qui ressortaient en disant Lloris a fait une boulette par-ci, Lloris a fait une boulette par-là, qui sont d'ailleurs des phénomènes assez rares, assez isolés. Et la Coupe du Monde qui te sort derrière, elle est monstrueuse. L'arrêt contre la Belgique, il est de classe internationale. Contre l'Uruguay aussi. Ah, il fait une boulette contre la Croatie à 4-1. Ça va. Ou à 3-1, je sais plus. Mais à un moment où la France était quand même bien. Euh, pour moi, s'il revient en pleine forme, il n'y a aucune raison pour qu'il soit pas numéro un. S'il n'est pas en forme, s'il revient pas à temps, va y avoir beaucoup de questions à se poser Mais pour même voir. s'il est numéro 1 indiscutable, est-ce qu'il aura le niveau d'un numéro 1 de classe mondiale? Bah, tout dépend de comment il revient de sa blessure. Ça, tu le sais pas maintenant. Oui, clairement, ça va être, c'est ça que ça va être comme débat, c'est qu'en fait, tant qu'on ne saura pas comment il sera revenu, on ne pourra pas dire s'il est toujours dedans ou pas. Parce qu'après, moi, juste pour revenir sur les boulettes, c'est bon. Certes, il y a eu 2 grosses boulettes avec Tottenham. Il faut aussi le remettre dans le contexte du club de Tottenham qui était en perdition totale à ce moment-là et qui vraiment prenait des branlées, quoi. Enfin, vraiment, hein. Ouais. Donc, et lui, au milieu de ça, était un peu de temps en temps le seul qui surnageait. Mais bon, quand on est autant acculé et qu'on a toute son équipe qui s'écroule, ça devient compliqué à un moment de ne pas commettre une erreur potentiellement. Après, Donc, juste déjà là-dessus. pour revenir au niveau global, Lloris, sur les qualifications, c'est 3 clean sheets en 6 matchs, et Uganda, c'est 2 clean sheets sur 4. Donc, ils ont le même pourcentage de clean sheet sur toute la phase de qualification. Mais après, au niveau des performances, Lloris a, comment dire, a pas plus marqué les esprits, on va dire. Même si on contre l'Albanie, au match aller, il provoque un penalty. Et contre la Turquie, certes, au match aller, il y a la défaite 2-0, mais il réalise un gros match et il a un peu empêché que la valise soit un peu plus lourde. Donc sur ce constat, sur le numéro 1, le numéro 2, donc les 2 indémoulonnables malgré leur niveau, la question se pose maintenant, quel numéro 3 on prend? Nous avons eu, lors des 2 ans entre la coupe du monde et la qualification à l'Euro, on a eu Lecomte, on a eu Costil, on a eu Areola, on a eu Maignan. Qui voyez-vous à l'Euro 2020 et pourquoi? Par exemple toi Maël? Alors pour moi, j'ai réduit à une shortlist, voire très 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 shortlist, un duel Maignan-Lecomte. D'accord. Je m'explique. Bah déjà, j'avais retenu pour cette place de numéro 3, j'avais même pas pensé à Costil. Pour moi, il est très loin. Euh, Sur quels critères tu te bases? sur les critères sur lesquels je vais me baser, ça va être le niveau en championnat et le niveau international. D'accord. Là-dessus, c'est compliqué parce qu'on a dit qu'on avait qu'un seul gardien au niveau Donc toi tu veux international. un numéro 3 qui va titiller le 1 et le 2? Bah, Quand même. moi, je veux un numéro 3 meilleur que le numéro 2. Enfin, c'est compliqué à dire, mais pour moi, Mandanda est numéro 2 parce qu'il est numéro 2, Depuis 10 ans. je sais pas, dans la hiérarchie, ouais, dans ce qui est établi par son ancienneté. Mmh. Pour moi, Maignan, sur le niveau intrinsèque et sur ce qu'il a montré sur ces dernières années, n'a rien à lui envier.
D'accord. Et, tu- euh, et puis après, Areola numéro 2 au Real, il va pas trop jouer, donc je pense qu'il va pas rentrer dans la discussion. Donc ce serait Maignan ou Lecomte, et je pense que Maignan est favori parce qu'il a plus de présence dans le groupe de Deschamps. Il a fait une très bonne saison l'année dernière. Après, pour l'instant, aucun des deux se détache en championnat. Ils ont encore tout à prouver, mais je pense que Maignan va être pris. Puis Deschamps aime pas trop bouger les choses. Je suis pas d'accord avec Maël parce que dans l'esprit de Deschamps, la logique de groupe est très importante et Areola connaît très bien Loris Ebonanda et si tu restes au plus haut niveau des compétitions, avoir trois gardiens qui se connaissent pendant 2 mois, avoir une très bonne ambiance de travail, c'est bénéfique. Et puis même s'il joue pas beaucoup au Real Madrid, il joue au Real Madrid. Et en plus, la chance d'Areola, c'est que Zidane fait souvent tourner lors de ces saisons. Donc il aura du temps de jeu et je pense, c'est mon avis, avoir du temps de jeu au Real Madrid, tu as plus d'expérience, c'est plus qualitatif que si tu joues des matchs de Ligue 1 avec Lille ou Monaco. es en train de dire que avoir les frappes de Hazard et Bale, c'est quand même plus formateur qu'avoir les frappes de Jenson Martins ou de Xheka à Lille, quoi. Oui, et puis en plus, au niveau de la personnalité, côtoyer le vestiaire du Real Madrid, ça te permet d'engranger de l'expérience en quelque sorte. Et puis peut-être que être numéro 2 Real Madrid dans un contexte différent de celui du PSG, d'autant plus que Courtois, on va dire qu'il est un peu contesté à l'échelon médiatique madrilène, peut-être ça va permettre d'Areola de s'affirmer en tant que personnalité, ce qu'il avait du mal à faire au PSG, et peut-être qu'il va se révéler aux yeux de Zidane, prendre la place de Courtois, même si ça semble hypothétique. Mais ça peut aider Areola à franchir un cap, et je pense aussi dans l'esprit de Deschamps, puisque bon, normalement il va être là jusqu'en 2022, Deschamps, si tout se passe bien. Areola, c'est un peu l'avenir de l'équipe de France pour lui. Dans son esprit, je pense que c'est ça. Et du coup, toi, Renaud, alors, avoir quelqu'un qui est dans le groupe France alors qu'il est numéro 2 dans son club pour une sélection comme la France, est-ce que ça te paraît pas incongru? Ah si, moi totalement. Ok. Enfin, pour moi, c'est pas possible parce qu'en fait, il y a. Enfin, le simple fait de pas jouer et de pas jouer régulièrement pour un gardien, c'est alors et de sélectionner en équipe de France qui est quand même un peu qui est quand même censé être un peu le Graal, même en tant que numéro 3, pour moi ça n'a pas de sens. Même si Aola a beaucoup de qualité, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, il est numéro 2 au Real Madrid et peut-être qu'il aura du temps de jeu, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec une position de titulaire, avec ce que ça implique en termes de rythme, en termes de travail, en termes de psychologiquement de mise en place de son voilà de son esprit pour jouer les matchs. Et voilà. Et alors là aujourd'hui, il nous a pas spécialement démontré quoi que ce soit, donc c'est difficile Alors, de le juger, mais c'est quand même le seul qui a joué pour l'équipe de France des quatre qu'on a cités dans un match contre l'Allemagne, oui, effectivement, où c'est il ce qui avait été plutôt bon. oui, non, mais après, c'est ce qui parle pour lui de toute façon, effectivement, et sa connaissance du groupe, on sait, voilà, par rapport à Deschamps, surtout pour le travail de numéro 3 qui est un peu ce travail de dire, bah, d'être le gardien de l'ombre et d'être là pour fermer sa gueule et puis apporter de l'aide aux autres joueurs et se prendre les tirs à la fin de l'entraînement. Voilà, c'est sûr que pour ça, c'est très bien. Après, normalement, le numéro 3 c'est un petit peu effectivement celui avec qui on construit l'avenir. Et aujourd'hui, Areola, au vu de sa situation en club, pour moi, il construit pas l'avenir. C'est Ok. juste ça. Et après, voilà, sur des éléments, moi, je préférerais voir justement d'autres joueurs et de voir comment ils réagissent. Alors, c'est sûr que on les verra peut-être pas forcément beaucoup jouer, mais comment ils réagissent dans le groupe, comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer à l'entraînement. Et je verrais plus un joueur comme Maignan, voire même comme Lafont, qui est encore très jeune et qui a encore beaucoup à apprendre, mais probablement une sélection en équipe de France, ça pourrait beaucoup l'aider. Ce serait un beau cadeau et ça pourrait peut-être l'aider à l'avenir. D'accord. Donc toi, tu verrais presque un saut de génération. Tu voudrais presque tourner la page Areola. Bah potentiellement oui. Ok. Par rapport à ce qu'il a connu, oui. Mais après, attention, situation qui peut encore changer. On se parle à un instant T. Oui, On se on parle à un parle instant T. Tout le 19 mouvement, novembre 2019. voilà, à tout changement si Areola, il n'y a pas de changement de sa situation en club au Real, si lui il se trouve une nouvelle situation, ça peut peut-être tout changer. Ça c'est sûr. C'est l'évidence même. Si on parle techniquement allez, donc on oublie Costil sur les trois gardiens que vous ayez cités, c'est qui le meilleur?
Entre Maignan, Areola, Lecomte. Pour moi, c'est Areola, hein. C'est en termes de potentiel, c'est lui qui est le meilleur. Après, peut-être qu'il le montre pas, mais potentiellement, par exemple, au niveau de la poussée, tout ce qui est jeu aérien, explosivité, il est au-dessus on va dire, de Maignan et Lecomte. Et encore, même mettre Lecomte dans cette discussion, pour moi, c'est un peu incongru. Parce que, franchement, si tu veux choisir un numéro 3, le choix va plus se porter vers Areola ou Maignan qui sont largement au-dessus de Lecomte. Et je pense en plus que Lecomte est un peu plus vieux que Maignan et Areola. C'est un 90 Lecomte. On a d'un côté Areola 26 ans, de l'autre côté Maignan 24. Donc des deux gardiens qui vont arriver potentiellement dans leur prime. C'est ça, et pour moi, intrinsèquement, c'est vrai que sur toutes les qualités, Areola est meilleur. Il a une meilleure détente peut-être, mais surtout, c'est surtout la poussée. Euh, il a montré de très très belles choses techniquement au pied. Alors, Et peut-être que Maignan est au-dessus au pied, par contre. S'il a les meilleures qualités du monde, pourquoi vous le sortez de la discussion? Alors, qu'est-ce qui cloche avec Areola alors? Pour moi, parce c'est que une question de crédibilité en fait. Il joue pas. Il joue pas, il est numéro 2. Ouais, il joue au Real Madrid quand même, hein. Il joue pas à la Ligue, c'est hein. ça, pour moi, ce qui va jouer, c'est le terrain. Parce que comme tu dis, Thomas, ça tourne beaucoup au Real. Ça tourne dans les matchs contre Eibar et tout ça, quoi. Donc, tu compares en disant que c'est mieux de se prendre les frappes de la Liga, mais se prendre les frappes des cancres de la Liga, ça changera rien. Ça sera des matchs où il va pas toucher beaucoup de ballons. Bon, les cancres Et de la Liga, c'est toujours mieux que le 6ème de la Ligue 1, hein. ouah, Pas faux. non. Non, des fois, faut regarder un peu notre Ligue 1. On l'aime bien, mais la Liga, c'est un poil au-dessus. Et ça serait pas plutôt la gestion des émotions, le problème d'Areola? Bah, y a de ça au niveau concentration. Ouais, et lui, il est un petit peu à la limite en termes de lucidité, quoi. C'est-à-dire que souvent, il a besoin d'être dans un match où il a beaucoup à faire, où il va falloir travailler. Sauf que bah lui, essentiellement, il a joué dans un club où c'est pas ça, quoi. Et donc du coup, le saut de concentration ou gérer son erreur juste après en termes de gestion d'émotion, ah bah oui, là, tout d'un coup, c'est plus difficile, quoi. Surtout quand Ouais. on n'a rien à faire derrière pour oublier son erreur. Alors, C'est la c'est complexité. pour ça qu'il a été bon à Bastia, bon à Villarreal, mais qu'il a été du coup moins bon au PSG. Je pense que ça a joué, oui, parce que voilà, on le sait que lui, il aime être comme ça et malheureusement, du coup, il est allé dans une équipe qui joue pas trop comme ça. Et potentiellement, ça a pu lui porter préjudice. Mais après, effectivement, ça enlève rien à ses qualités intrinsèques. C'est sûr que sur plein de choses, il est meilleur. Voilà, par exemple, c'est vrai que comme on a dit tout à l'heure, mettre le compte là-dedans, bah en fait, ça n'a pas de sens parce qu'en termes de jeu à rien, le compte, il est pas dedans, quoi. Vraiment, à plein de fois, il est pas du tout dedans. Ça va pas du tout. Et du coup, ce serait très compliqué au niveau international. Et pour revenir sur Maignan, quand tu dis qu'Areola, peut-être qu'il a moins joué, etc. Maignan, quand tu l'as vu dans le haut niveau en Ligue des Champions, avec Lille, il n'a pas été exempt de tout reproche sur les matchs qu'il a fait. Parce que je me rappelle du premier match face à l'Ajax, où sur le premier but, il hésite à sortir et il communique mal avec son défenseur. Et le deuxième but, son angle est pas très bien. Et il est trop à côté de son poteau. Et il laisse l'angle assez ouvert pour l'attaquant. Et hormis le dernier match contre Valence, j'ai vu à peu près tous les matchs de Lille en Ligue des Champions. Il m'a pas impressionné. Et quand il faut être décisif en Ligue des Champions, je l'ai pas vu encore. Donc pour moi, Areola a une longueur d'avance. Et en plus, dans l'esprit de Deschamps, je pense que la question se pose même pas en fait. Ok. Après, franchement, tout va dépendre de la saison de Maignan. S'il fait une saison comme l'année dernière en Ligue 1, qui chope pour une deuxième fois le titre de meilleur gardien de la Ligue 1, et que Areola, bah, on a dit sa situation, il va pas trop jouer, c'est compliqué pour Deschamps de pas appeler le meilleur gardien du championnat français sur ces 2 dernières années, sachant qu'il prend un autre gardien déjà du championnat français, et, Hmm. plutôt d'appeler un mec qui joue moins, mais qui est au Real Madrid. Après, si Maignan fait une saison moyenne, là, c'est vrai qu'Areola, il n'est pas moins légitime que Maignan sur ce côté-là. Mais si Maignan fait une grosse saison, ça va être dur de trouver de la légitimité pour Areola, c'est sûr. Alors, Ouais, au-delà de ce débat, si on peut juste ouvrir le débat, donc on parle le Areola Maignan était évoqué meilleur gardien du championnat de France. Pensez-vous qu'un Alban Lafont ou voire un Larsonneur serait intéressant d'intégrer dans la discussion à la fin de saison? absolument pas. Ah ouais? Bah moi, je suis supporter de Nantes, donc je vois les matchs de Nantes.
Lafont, il est assez fragile au niveau psychologique. Il marche beaucoup à la confiance. Là, récemment, contre Saint-Etienne, il a été très hésitant. Il a loupé pas mal d'interventions. Il n'a pas été décisif. En plus, ça s'inscrit un peu dans une spirale collective qui est assez négative pour Nantes. Quand il était bon, c'est quand Nantes collectivement était bien et qu'on concédait peu d'occasions. Et tout à l'heure, on parlait de le fait d'être exporté à l'étranger. Lafont, la saison qu'il fait l'année dernière à la Fiorentina, ça se passe pas très bien déjà d'un point de vue personnel et au niveau de ses performances sont pas très prometteuses. Et il revient en fait à Nantes en France pour se relancer complètement. Il revient D'accord. aussi à Nantes pour se relancer dans un objectif qui est les Jeux Olympiques. Parce qu'il y a ça aussi à la fin de l'année. Il y a les JO où la France est qualifiée ça faisait un moment d'ailleurs qu'ils n'étaient pas qualifiés, et sont éligibles les joueurs de moins de 23 ans. Oui. Et donc, les deux principaux pour la discussion, c'est l'Arseneur et Lafont. Donc, pour moi, ils n'ont pas leur place à l'Euro 2020. Déjà parce qu'ils sont pas meilleurs que tous les gardiens qu'on a cités avant. Donc, au niveau du talent pur, ils n'ont pas leur place. Puis ensuite, ils vont avoir une autre compétition à préparer. Et donc, c'est beaucoup mieux qu'ils soient laissés à la disposition de Sylvain Ripoll pour justement jouer une grande compétition internationale qu'est les JO. Même si c'est pas celle avec le plus de niveau, c'est quand même une compétition assez emblématique Ah bah une médaille d'or, tu et, t'en souviens, oui. et internationale. Je me souviens qu'on a été champion olympique 84. Et à l'avenir aussi, tu peux penser à Bernardoni. Mais en fait, quand on parle de Lafont, Bernardoni, l'Arsenal, regarde des clubs où ils jouent. Bon, Lafont, il joue à Nantes. Vous savez que j'aime bien Nantes, mais Nantes, c'est pas une grosse équipe de championnat de France. L'Arsenal, c'est Brest. Bernardoni, même si bon, en ce moment il est blessé à Nîmes, ça reste Nîmes. Qu'est-ce que ça traduit? Pour moi, c'est le manque de réservoir au niveau du poste de gardien de but. Et en fait, ça traduit un peu un retard au niveau de la méthodologie, au niveau du spécifique des gardiens, qui n'a pas évolué depuis 20 ans. Et en fait, ce qu'on a fait écho ce week-end, enfin, petite promo main opposée. Il y a eu la formation avec Thierry Bernera et Nicolas, tu vas en parler tout à l'heure dans ta buvette, où tu reviens sur un méthode d'entraînement qui a vraiment pas du tout évolué depuis 20 ans, quoi. Et ça traduit le manque de réservoir qu'on a aujourd'hui. Mmh. OK, mais non, mais je comprends ce que tu veux dire et surtout, comme vous l'avez évoqué, on s'exporte plus, quoi. On Bah ouais, et s'exporte puis aussi quand on regarde, si on compare un peu avec les autres pays, genre l'Italie, ils ont eu un espoir gardien, Donnarumma. Il commence à l'AC Milan. L'Espagne, c'est pareil avec Kepa, il commence à Bilbao, il est très très jeune, il part à Chelsea. Nous, nos espoirs, ils jouent à Brest, à Nantes et à Nîmes, quoi. oui, OK. Après, Donc on a eu Areola, mais Areola, on s'est dit, on l'a déclaré espoir il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Quand il était déjà au PSG, mais avant, on n'en parlait pas trop. Il était à, Bastien. à Villarreal et Bastia, donc. Mmh. OK, donc très bien alors, ce que je comprends, c'est qu'on écarte Lafont et l'Arseneur et donc pour conclure, est-ce que vous pouvez me donner, chacun votre numéro 3? On commence par Thomas. Là, pour ma part, c'est Areola. Renaud? Moi, ce serait Maignan parce que plus jeune, plus prometteur, qui joue en ce moment, qui joue la Ligue des Champions, même si c'est plus pour très longtemps, mais qu'on espère revoir là-dessus et qui mérite plus le groupe France en ce moment. Et toi, Maël? Moi, Maignan pour temps de jeu et performance du coup qui découle du fait d'avoir du temps de jeu, quoi. D'accord et pour moi, ça sera Régis Gürtner. Merci à tous pour vos réponses. On s'est bien dépensé lors de ce petit débat. Il est temps de passer par la buvette. Eh, Zizou! Non mais arrête, Fabien. Non, mais c'est juste une connerie. Oui, bon, allez. Merci. Eh. Zizou. Merde, je l'ai oublié ma connerie. Alors, cette semaine, nous commençons par un petit verre d'Alco, qui est l'alcool finlandais. Thomas, tu voulais me parler du gardien finlandais? Ouais, comme tu le dis, Nico, on va aller au pays du Père Noël. Donc, je vais vous parler de Lukas Hradecky, c'est le gardien de la sélection finlandaise, qui s'est qualifié avec son pays pour la première fois de son histoire à l'Euro, en compagnie de Teemu Pukki. Donc, Hradecky, c'est gardien de la Pukki sélection dans le sas. finlandaise. Exactement. Et d'origine slovaque. C'est gardien de Leverkusen. Et donc, pendant la période de qualification,
Il a réalisé 6 clean sheets en 9 matchs. Le 10e, il se joue ce soir à 20h45 contre la Grèce, donc je ne sais pas combien il y a actuellement. On enregistre lundi, Exactement. faut le dire. 8 buts encaissés lors de cette phase de qualification. On a pris 4 entre les matchs aller-retour contre l'Italie et 4 en un seul match sur la Bosnie. Et en moyenne, c'est quasiment 3 arrêts par match lors de ces phases de qualification. Donc pour le décrire un peu d'un point de vue technique, pour ceux qui ne connaissent pas trop Lukas Hradecky, c'est un profil un peu la germanique en termes de gardien de but. C'est un gardien qui va vite fermer son angle et il va chercher le contact pour le 1 contre 1. De très bons réflexes sur sa ligne, bon sur les penalties. Petit point faible, on va dire que la prise de balle ne connaît pas trop. Dommage. Dommage, mais on a même souvent ça d'ailleurs. Tu verras, Neuer, il bloque pas beaucoup ses ballons. Et Hradecky a été élu meilleur gardien lors de la saison 2017-2018 quand il était à Francfort. Par ailleurs, il va remporter la Coupe d'Allemagne face au Bayern. Et là, cette saison, Leverkusen, il fait plutôt des bons matchs, même si en Ligue des Champions, j'ai vu un match où il n'a pas été très rassurant. Mais je voulais signaler cette performance de Hradecky avec son pays qui écrit l'histoire en quelque sorte. D'accord, très bien Thomas. Donc ouais, c'est un peu notre Aldorsson 4 ans plus tard, qui était le gardien islandais. Ouais, il écrit complètement l'histoire en envoyant la Finlande pour la première fois à l'Euro. C'est vraiment une super performance. C'est un meilleur pédigré aussi qu'Aldorsson. Hein. Hradecky, c'est une référence en Allemagne. Oui, voilà, c'est ça. C'est accessoirement. Mais ok, très bien. Temoutenio en serait fier. Renaud, toi, tu vas pas trop nous parler de Finlande, c'est plutôt le contraire. Non, moi je vais rester dans la France qu'on aime, la France de la Coupe de France. La Coupe de France. Voilà, la Coupe de France, il y avait donc ce week-end le 7e tour de Coupe de France avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Et on a l'AC Ajaccio qui a joué. Donc Benoît nous avait parlé la semaine dernière de Benjamin Leroy qui était excellent avec l'ACA. Et là, alors c'est pas lui qui jouait, mais c'était donc un autre gardien du groupe, donc c'était François-Joseph Solacaro, et donc qui jouait contre l'US Saint-Flour en National 3, et l'ACA a perdu 3-1. Ça c'est pas super, mais surtout ce qui est moche, c'est qu'il y a eu le 3e but, et là c'est la cagade quoi, comme on dit, hein, c'est la boulette. C'est que le pauvre gardien de l'ACA, on lui fait une passe en retrait de son défenseur. Rien d'extraordinaire, pas très dangereuse. Et puis là, il glisse, vraiment. La glissade, vraiment. Il est tombé. Et du coup, l'attaquant de l'US Saint-Flour est venu marquer dans la cage vide. Donc ça a fait un peu le tour sur Internet. Vous l'avez probablement vu sur la page Facebook de la Fédération française de la loose. Si vous ne connaissez pas encore cette page, je vous la conseille parce que c'est une bonne tranche de rigolade sur le sport français en général. Donc voilà, donc c'est malheureux pour lui, hein, on est désolé parce que ça arrive à tout le monde. Hein, Oui. Voilà, sur un terrain un peu gras, ça arrive. Mais Comme t'en trouves lors des 7e tours de Coupe. Voilà, comme on en trouve sur 7e Coupe de France. Et voilà, ça arrive, c'est moche, mais c'est vrai qu'à voir en vidéo, bon, sur le moment, on rigole parce que voilà, c'est comme ça. Mais bon, de toute façon, le match était quand même mal parti. Il y avait déjà 2-1. Donc voilà, après, c'est venu un peu c'est le clou. Ils sont venus enfoncer le clou, quoi. Très bien, merci Renaud. Et donc, si vous avez besoin de personnes pour tous vos bêtisiers du 31 décembre, demandez à Renaud. C'est le meilleur pour ça. Je suis le best, hein, j'adore la loose, moi. Je rappelle que je supporte Caen et Arsenal, donc moi ça me connaît bien. Voilà. Et toi Maël, tu voulais nous parler aussi également un gardien qui va jouer contre Ajaccio. C'est ça, Benoît vous a fait toute la présentation de Benjamin Leroy la semaine dernière. Moi je vais m'occuper de Maxime Dupé cette semaine et qui sera, oui, l'adversaire d'Ajaccio vendredi en Ligue 2. Donc voilà, si vous avez envie de voir un grand moment de foot, regardez cette fameuse Domino's League de vendredi soir, qui nous réserve toujours des matchs à couper le souffle. Avec une boîte de Minos en plus. C'est ça. Non mais ceci dit, la Ligue 2, ok, on a vu des trucs, des 0-0, il y a la fameuse journée où il y a eu, je crois, 6-0-0 sur 10 lors de ce multiplex, mais on y voit quand même des beaux trucs de temps à autre. Ah oui, et on envoie des bons gardiens.
Et la trêve internationale, donc elle nous laisse un peu sur notre faim, on va pas se mentir, avec des matchs sans grand intérêt côté gardien. Oui. Et du coup, j'ai décidé de revenir sur le début de saison d'un gardien de Ligue 2 pour lequel j'ai une grande affection, c'est Maxime Dupé. Donc après de nombreuses années en tant que doublure au FC Nantes, où il a joué 64 matchs avec l'équipe première, dont 45 en Ligue 1. Et on retrouve dans ces matchs toute la fin de saison dernière. Et Ok, aussi quelques sélections en équipe de France jeune derrière Areola, c'est la même génération. d'accord. Il a été prêté cet été pour enfin trouver du temps de jeu régulier à 26 ans, ce qu'il n'a jamais réussi à faire à Nantes, où il s'est jamais imposé en tant que numéro 1. Et où il est parti cet été justement parce qu'il avait fini l'année dernière numéro 1, il a pris goût au temps de jeu et à jouer régulièrement. Mais avec l'arrivée de Lafont, il était forcément barré. Et donc, il a demandé son transfert et il a obtenu un prêt à Clermont. Il ne s'est pas Donc, il fait a, duper. Allez, pour vous. Jean Blaguin humoriste. Nico, Max. Nico Max. il a Donc ré- ok. Ouais, il a réalisé du coup un super début de saison dès qu'il est arrivé. Il a été notamment nommé homme du match dans les premiers matchs. Et ce qui a permis à Clermont de s'installer dans le haut du classement, de truster le podium un petit peu. Puis là, les Clermontois, ils sont un peu plombés par des contre-performances à domicile, mais ils restent bien positionnés pour la montée. Ils sont sixième. Et Maxime Dupé est rapidement devenu un des tauliers de cette équipe qui vise une première montée en Ligue 1 de son histoire. Et Ok. il a accordé une interview à Ouest France il y a très peu où il explique avoir demandé son départ donc depuis plusieurs années pour enfin trouver du temps de jeu et qui se plaît vraiment à Clermont. Et donc cette régularité dans son temps de jeu et un environnement agréable qui lui permettent d'exploiter au maximum ses qualités pour aider Clermont à découvrir notre Ligue des talents la saison prochaine. Super. Bah, merci pour ces précieuses infos. C'est maintenant l'heure de notre jeu des gardiens mystères. Cette deuxième mi-temps de Radio Mans Opposé, nous allons jouer et vous faire deviner des gardiens de but par rapport à leur description. Pour ceux qui ont suivi l'émission précédente, le gardien à trouver était Bruce Gobelard, le fantasque gardien de Liverpool. Fantasque, oui, et à l'histoire assez particulière parce que juste avant, donc avant d'être le gardien de Liverpool, il s'est engagé dans la guerre de Rhodésie, donc entre le Rhodésie du Sud et le Rhodésie du Nord, qui a donné la naissance et l'avènement de Mugabe au Zimbabwe. Et notamment, il y avait une super interview dans SoFoot de Bruce Gobelard. Ça tombe bien parce elle est disponible en gratuit sur leur site qui disait, bah voilà. Il raconte quand même la première fois où il a tué un homme lors de cette guerre et on se souvient que il était fantasque parce que lors de la séance des pénaltys 84 face à la Roma, il avait fait ses spaghetti legs pour déconcentrer les tireurs. Et donc c'est quelqu'un d'important dans l'histoire de Liverpool. Alors, le thème d'aujourd'hui sont les gardiens qui ont joué les éliminatoires de l'Euro ou l'Euro avec l'équipe de France. Première description. Véritable chauve-souris, je joue un Euro et une Coupe du Monde pour l'équipe de France. Et pas n'importe quelle France, la France de François Mitterrand. J'ai 50 sélections au compteur, dont 28 sans encaisser de but. Je suis le gardien du premier titre de l'équipe de France. J'ai joué au Thomas, PSG. Oui. je vais le battre. Ouais, bien joué Thomas. Ah, on avait mis du temps, hein, dis donc. Gardien de la France de François Mitterrand. Ouais, non, mais je suis en train de réfléchir entre Ettori ou pas, mais non, c'est Ouais, bon. Mitterrand, Ah c'est oui, c'est 14 vrai. ans quand même, hein. Ah oui, c'est bien. C'est pas faux, c'est pas faux. Ma description était un peu juste. Et oui, Joël Bat, donc véritable chauve-souris, parce que Bat, ça se dit comme ça en anglais. On est toujours sur des jeux de mots très recherchés. Les jeux de mots by Euh, Nico. Jeu de mots by Nico. Donc c'est évidemment le gardien du PSG et évidemment donc l'entraîneur des gardiens émérite du Grand Lyon des années 2000. Alors, Joël Batz. Ensuite, deuxième description. J'ai joué 2 euros pour l'équipe de France. L'un en forme de rédemption, après un événement calamiteux, l'autre comme la consécration d'une équipe de France exceptionnelle. Thomas, Ouais. Bernard Lama. Oh. Bien joué, Thomas. Et oui, Bernard Lama. Exceptionnel, je le suis comme mes sorties aériennes et mon calme, bien aidé par une petite consommation de plantes. Je joue ma 44e et dernière sélection face à l'Angleterre lors de la dernière sélection de Didier Deschamps et Laurent Blanc. Je suis Bernard Lama.
qui a joué donc du coup titulaire à l'Euro 96, qui nous avait qualifié face aux Pays-Bas. Et bah ouais. Et demi-finale tchèque, tir au but, on perd. Ouais, c'est ça. On perd contre République tchèque. la République tchèque et il rejoue en 2000. Le dernier match contre les Pays-Bas, on perd 3-2, ce qui nous fait jouer l'Espagne d'ailleurs. Juste après, il ne faut pas oublier qu'on avait quand même perdu 3-2 ce match. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a joué 2 euros. Voilà, c'est la team 2 euros. Pour ceux qui suivent Twitter. Je suis un éternel numéro 2 en équipe de France. Enfin, surtout en compétition internationale. Pourtant, en club, je suis indéboulonnable et une référence à mon poste. Je joue Renaud, beaucoup de matchs. Ouais, Grégory Coupet. bien joué Renaud. Putain, première bonne réponse. Yes. Je joue beaucoup de matchs de qualification pour l'équipe de France dans la préparation de la Coupe du Monde, mais je joue mon euro hors de forme où mon entraîneur demande sa femme en mariage à la fin. Je suis un gardien à même, je suis Grégory Coupet. Alors, c'est marrant parce que j'ai trouvé la réponse et quand tu as dit éternel second, tout ça, et le premier souvenir qui m'est revenu, c'est, je sais plus dans quel documentaire ou quoi, il y a Grégory Coupet qui revient sur le moment où il a failli partir d'un stage en équipe de Oui. France. Et en 2006. Ouais, voilà. Et en fait, il parle avec. Il parle. Enfin, il va voir un moment Domenech et genre, il dégoupille complètement et lui dit mais putain, mais c'est qui le meilleur entre moi et Barthez, tu vois? Et genre, et Domenech apparemment avoue à demi-mot la tête basse que c'est lui, quoi. Et du coup, ça le fait sortir de ses gonds et il est à deux doigts de quitter un stage. Ce qui aurait quand même bousillé sa carrière, quoi. Et en fait, ce qui a déclenché ça, alors il le dit bien dans sa biographie, dans son autobiographie, en fait, c'est parce que Barthez, il a séché la montée de Tignes, en fait. Et donc un peu en mode diva, j'ai un petit pet derrière la cuisse, je monte pas. Et Coupé, lui, l'éternel travailleur, bah, ça l'a rendu dingue, quoi. Ouais, Ah, Domenech, dingue. il avait rien à dire aussi, hein. C'est Zidane qui faisait l'équipe. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y avait sûrement un peu de ça et puis Barthez, c'était un peu le porte-bonheur et on comprend Greg Coupet à l'époque, c'est que c'est quand même lui qui avait été, qui avait fait l'intérim en équipe de France, suite au crachat de Barthez, hem, lors d'un match amical, d'un match au Maroc et c'est lui notamment qui était là, lors du fameux France-Irlande avec la balle enroulée de Henri en lucarne. Donc c'était, Greg Coupet qu'on avait déjà mis dans un questionnaire précédent, mais bon, il a eu quand même pas mal de de différentes carrières donc c'est assez intéressant. Ouais, t'es supporter de Lyon aussi, Nico. Donc Ah, c'est aussi pour ça peut-être, voilà. voilà. Et par contre, voilà, au-delà d'être supporter de Lyon, il avait quand même fait un Euro bien pourri, quoi. Je veux dire, son match contre les Pays-Bas était quand même bien dégueulasse. Ouais, tout le monde était nul. Hein. Enfin bref. Ensuite, la 4e description. Je remporte le championnat d'Europe espoir. Je suis un grand protégé de l'entraîneur le plus capé en championnat de France. Je joue de 80 à 96, pardon, et sur le papier, nous avions la plus belle équipe de France des années 90. Papin, Cantona, Sauzet. Mais lors de cet Euro, nous ne passons pas les poules et un Euro qui est gagné par de vaillants Vikings. Je suis l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France lors de la finale 2006, mais également lors de la honte de Naïsna. Je Ouais, suis... Thomas. Ouais, Bruno Martini. bien joué Thomas, Bruno Martini, sur le gong. Ah, c'est l'entraîneur des gardiens qui m'a aidé. Là, je suis Ah bah oui, oui, mais fallait quand même rappeler que c'est pas qu'un gars qui s'est énervé en 2010 avec Robert Duverne, c'est également un grand gardien de l'équipe de France. Et donc oui, en fait, il est sélectionné. Alors, il y avait Olmeta également dans la sélection et un troisième dont j'ai plus le nom pour l'Euro 92, et c'est lui qui joue l'Euro. Alors, il faut revoir l'un de ces matchs. Alors, dans ton équipe, tu as Papin, Cantona, au sommet de leur carrière, il y a Sauzet, il y a Blanc, il y a Deschamps et on perd notamment le 3e match, de manière incompréhensible et on se retrouve, éliminé de l'Euro 92 alors qu'on était, les favoris, T'as tout pas perdu simplement. un match, je crois. Platini, c'est le seul match qu'il perd, c'est le dernier match de poule. Hein. C'est ça. Du coup, Thomas 3 points, Renaud 1, c'est ça? Exactement.
Exactement. Thomas, il est chaud. C'est le plus beau joueur de ma vie, personnellement. Je peux le dire. Comme un but Je de suis Bamou. considéré, je suis considéré comme le meilleur gardien sur une saison lors des années 2000. Je suis une référence à mon poste dans le meilleur championnat du monde de l'époque. Mais avec l'équipe de France, je me suis foiré à un projecteur près. Thomas. Ouais. Sébastien Frey. Bien joué, Thomas. Il a été plus vif. Oh, je l'avais. Je l'avais au mot projecteur. Ouais, moi aussi, au mode projecteur, je l'avais direct. Ouais, c'est championnat de Eh oui. référence. Putain. En effet, lors d'un match sans enjeu, je fais une litisie 10 ans plus tard contre l'Ukraine. Je suis comme un gardon. Je suis Sébastien Frey. Oh, Eh oui. bravo. Bah, vous pouvez, quel commentaire vous pouvez dire sur Frey? Bah, il n'a pas eu de chance, hein, je veux dire. Une sélection et puis au revoir, quoi. En plus, c'était une référence en Italie. En tout à l'heure, on disait Ghana qui avait du mal à s'exporter. Lui, il n'a pas eu de mal à s'exporter en Italie, hein. Oui, il était hyper connu en Serie A, il était très aimé en Serie A, et d'ailleurs, il est resté là-bas et il s'est plus trop intéressé à la France et il s'en foutait, hein. Il y a eu des interviews après coup où il disait que ça lui est resté un peu en travers de la gorge d'être quasiment pas apprécié, voire à peine connu en France, quoi. Ouais. Et essentiellement à cause de une erreur, quoi. Alors- C'est bon. Il est quand même deuxième gardien. Il est quand même deuxième gardien à l'Euro 2008. Ça, on l'oublie parce qu'on se dit oui, il a fait une boulette et donc il n'est pas sélectionné. Mais il est quand même deuxième gardien parce que c'est Landreau qui Ouais, prend gros, l'hélicoptère. Ouais. Bah, Mandanda qui prend sa place. Ouais. C'est ça. C'est que il y a Sébastien Frey et il y a ensuite Landreau qui est encore pire, quoi. Landreau, il a pas. Faut se dire que Landreau, et j'ai failli le mettre dans le questionnaire, il n'a pas joué une seule compétition internationale alors qu'il a été troisième gardien en 2006. Il a joué longtemps les qualifications, donc du coup entre 2006 et 2008 durant la blessure de Coupet. Hein, c'est quelque chose, quoi. Ah, il a boulette avec McFadden, avec Coupé qui dit moi j'aurais eu. Ouais, la fameuse, ouais. J'étais dans le stade en plus. J'étais juste derrière. Encore un grand match de la France de Domenech. Euh, et euh, Ah, et c'est vrai que ce but improbable au Parc des Princes, surtout devant son public, ça l'a tué, quoi. c'était pas la première qu'il faisait au Parc des Princes, hein. Oui, ouais, ouais. Michael Andro. Donc là, du coup, c'était Sébastien Frey. Et Avec les boulettes qu'il a fait au Parc des Princes, franchement, il pouvait ouvrir un resto. c'est clair. C'est dommage parce qu'à Nantes, il était bon. Bonne mais- vanne. Et maintenant, le gardien mystère pour vous, chers auditeurs. Je suis l'éternel troisième homme ou quatrième homme de l'équipe de France. Écoutez bien, je suis troisième gardien à l'Euro 84, troisième gardien à la Coupe du Monde 86 et entraîneur des gardiens à la Coupe du Monde 98. En d'autres termes, je vis trois époques exceptionnelles. Je suis entraîneur du PSG post-Arthur Georges. Je suis également gardien du LOSC et gardien de Toulouse. Je suis également sélectionneur de l'équipe féminine. Je suis... Et on vous laisse trouver. Donc normalement, avec tous ces indices, vous avez trouvé. Merci à tous pour cette émission. Juste avant de rendre l'antenne, on voulait vous parler en temps additionnel de ce qu'on a vécu avec RTM Goalkeeper ce week-end, avec Renaud. Oui, tout à fait. On a suivi la formation de RTM qui nous a été dispensée par Thierry Barnera. Vous en avez déjà entendu parler, on l'a interviewé. De temps en temps, on aime le citer. Donc, c'est sa nouvelle formation, donc une nouvelle méthode d'approche pour entraîner les gardiens, donc qui part du jeu pour ensuite aller à l'entraînement. Donc, essayer de reproduire des situations de jeu à l'entraînement. Et vraiment, c'était génial. C'était limpide. On a appris énormément de choses, voilà. Et c'est très très différent de ce qui se fait effectivement actuellement en France en termes de formation pour les gardiens, qui est encore très axé sur le physique. Oui. Et la répétition. Et la répétition, voilà. Et là, on a vraiment, donc là, si vous nous écoutez, parce qu'on sait que vous nous écoutez, vous connaissez, on est content de l'entendre à chaque fois. Si vous êtes gardien, si vous êtes entraîneur des gardiens et vous souhaitez renouveler un peu votre
approche, améliorer votre approche avec un instructeur FIFA reconnu et vraiment une méthode super intéressante. N'hésitez pas à vous rapprocher donc de RTM Goalkeeper. Ils vont revenir à Paris faire des formations. Là, c'était la formation basique. Bientôt, il y aura la formation cognitive. Il y aura la formation sur la préparation physique et l'approche tactique, on va dire, de la philosophie, donc le gardien avec son équipe. Donc n'hésitez pas à suivre, nous on l'a suivi, c'est génial et vraiment on sent qu'on va être beaucoup plus pertinent dans l'analyse de nos gardiens. Merci à tous messieurs pour cette émission. Merci à toi. Ouais, Merci. merci à toi. Merci, Et, Merci à toi, Nico. on s'est bien chamaillé sur l'avenir d'Areola, de Maignan, de Régis Gürtner. Et on refait la même dans 5 mois. Comment Et on refait la même dans 5 mois. Et on fait la même dans 5 mois, c'est bien Exactement. avec l'équipe de France et là on est 4 sélectionneurs sur les 65 millions. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire, donc on vous dit à la semaine prochaine et portez-vous bien et faites surtout de belles mains opposées. Ciao. Salut à tous. Salut.